Vous écoutez Call Room, le podcast incontournable pour les passionnés de course à pied. Imaginé et créé par Runix. Que vous soyez un débutant ou un coureur chevronné, ce podcast est là pour vous guider. Alors, attachez vos lacets et préparez-vous à courir avec nous dans ce monde merveilleux de la course à pied. Alors bonjour à tous et bienvenue dans le 3e épisode de Call Room, notre nouveau podcast. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir dans nos locaux à Brumat l'un des meilleurs marathoniens français du moment. Il s'agit évidemment d'Hassan Chadi, qui a pris une brillante 7e place lors des derniers championnats du monde à Budapest fin août. Alors, salut Hassan, comment ça va aujourd'hui et est-ce que tu es en forme pour demain ? Salut, ça va bien, merci. Ouais, je suis plutôt en forme pour demain. Je sors des 20 km de Paris et des 20 km de Tours où j'ai plutôt bien couru. Et voilà, j'espère aussi bien courir demain. Alors déjà, merci Hassan de t'être rendu disponible pour ce podcast. Et c'est un énorme plaisir de t'accueillir chez nous. Donc effectivement, tu vas courir demain un 10 km à Brumat. Il s'agit d'une nouvelle course en faveur de la lutte contre le cancer du sein et du cancer de la prostate. Un petit objectif de chrono peut-être ? Oui, j'aimerais bien faire un petit 29, peut-être passer sous les 29 minutes. Et voilà, c'est surtout la victoire, courir en étant relâché qui m'intéresse pour le 10 km de Brumat. On va suivre ça de près. Alors, pour te présenter rapidement, tu as 17 sélections en équipe de France, senior. Tu t'es lancé sur marathon en 2016 avec le marathon de Rotterdam, que tu as terminé en 2h, 15 minutes et 59 secondes. On y reviendra justement un peu plus tard. Et tu as un record en 2h, 8 minutes et 11 secondes établi l'an dernier à Séville. J'ai tout juste ? Il y a 2 ans à Séville. Il y a 2 ans ? Ouais. Petite erreur alors. Pour commencer, on va parler de ta très belle saison 2023, puis des équipements. Je rappelle que tu es athlète Coros, une marque qui ne cesse de faire parler d'elle. Et enfin, on va parler de tes entraînements, de ta préparation marathon et d'éventuels conseils que tu pourrais apporter. Donc pour cette première partie, tu as débuté ta saison en mars à Paris avec une 4e place sur le semi-marathon en 1h01 et 29 secondes, à seulement 8 secondes de ton record. Tu as participé au prestigieux marathon de Boston avec une merveilleuse 8e place. Et enfin, tu nous as fait rêver à Budapest avec une incroyable remontada pour te hisser à la 7e place mondiale. Comment analyses-tu ta saison ? J'ai fait une très bonne saison. C'est une saison où je n'ai pas battu mes records, mais j'ai fait des grosses courses, comme tu l'as dit, et j'étais bien placé sur ces courses, que ce soit Boston, le Summit de Paris et Budapest. Donc, je suis satisfait. Mais voilà, j'envisage, ça m'encourage à faire un peu mieux et surtout à baisser maintenant mon chrono sur le marathon. Justement, tu as fait 2 marathons cette saison, du coup, avec notamment le marathon de Boston. On rappelle, c'était un marathon où il ne faisait pas chaud du tout, il y avait du mauvais temps. On a pu voir Kipchoge qui a complètement explosé. D'ailleurs, tu finis pas loin de lui. Comment était l'ambiance ? L'ambiance était vraiment un truc de fou. J'ai rarement vu ça sur une course. Et voilà, ça m'a donné des frissons sur certains passages de la course. Vraiment, ça faisait mal aux oreilles tellement les encouragements étaient forts. Et puis voilà, on sent qu'il y a une ambiance, que ce marathon-là a une histoire et que c'est un marathon historique. Et voilà, ça se ressent. Et en tant que coureur, ça donne beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir. On voit beaucoup de sourires aussi sur les visages des coureurs. Donc tout ça participe à l'ambiance de ce marathon mythique. Et justement, c'est un marathon qui est quand même relativement dur parce qu'il n'est pas du tout plat. Pourquoi avoir choisi justement ce marathon-là plutôt qu'un marathon peut-être plus roulant ? Ouais, c'est un marathon très dur, mais je voulais commencer déjà un peu à appréhender ce type de parcours en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, puisque le parcours à Paris il sera très vallonné. Il y a plus de 400 mètres de dénivelé. Donc voilà, je voulais appréhender cet aspect-là du dénivelé. Et c'est vrai que c'est très dur et physiquement, il faut être prêt pour faire ce type de marathon. Je rappelle, à ce moment-là, tu n'avais pas réalisé les minima pour les Jeux. C'était donc forcément dans un coin de ta tête, les Jeux à ce moment-là. L'objectif, c'était de te mesurer aussi un peu à la concurrence, en plus de tester un marathon qui est un peu plus dur que ce que tu as l'habitude de faire. Ouais, aussi, c'est d'être bien classé au niveau mondial. Et avant d'envisager les minima, tous les ans, je courais pour faire un chrono. On court à chaque fois sur des marathons très plats.
Et là, j'avais envie un peu de changer. Voilà, je trouve que ça m'a motivé un peu plus, voilà, à me confronter au niveau mondial. Ma place aussi à Eugene m'a aussi aidé à cela. Déjà, je suis allé à Eugene vraiment pour être bien placé. Et je me suis rendu compte que c'est ça qui me motivait le plus, c'est être bien placé au-delà du chrono. On a vu à Eugene déjà une belle place, ensuite le marathon de Boston où encore une fois un top 10, et ensuite cet été un top 8, donc une place de finaliste, tu finis 7e des championnats du monde de marathon. C'était l'objectif, ce top 8? Ouais, c'était l'objectif, même si voilà, je savais que ça allait être très très dur, parce que voilà, pour entrer dans les 8 meilleurs mondiaux, c'est très dur, il y a beaucoup de densité. Mais voilà, j'ai saisi mon opportunité et j'ai couru comme je devais le faire. Et au final, ça m'a souri, donc je suis très satisfait. Euh, la Fédé avait sorti les modes de qualification pour les Jeux Olympiques sur marathon. Dans ces modes-là, il y avait justement la place de finaliste aux mondiaux qui te permet plus ou moins de valider ton billet pour les Jeux. C'était donc dans un coin de ta tête de faire ce top 8 pour valider cette qualification? Ouais, c'était dans un coin de ma tête. Après, on était 3 Français au championnat du monde, donc il faut rentrer dans le top 8 en étant aussi premier Français. Donc voilà, c'est difficile quand on connaît ces modalités de sélection, de aussi poser sa course, dire ouais, est-ce qu'il faut que je parte vite, doucement pour remplir l'objectif. Mais voilà, après j'essaie de me détacher de tout ça, de me détacher de ces modalités de sélection parce que moi je me concentre sur ma carrière, j'ai envie de me faire plaisir. Et voilà, c'est mon moteur, c'est ma raison de courir. Je cours pas parce qu'il y a des modalités de sélection, c'est pas ça qui fait mes objectifs, je préfère les choisir moi-même. Et voilà, ça me donne plus de force, plus de motivation pendant les courses. Et sur cette course-là en particulier, je me rappelle parce que j'y étais aussi pour faire le contenu photo au championnat du monde. Je me rappelle, déjà il faisait chaud, il faisait très humide. Vous avez couru à 7 heures du matin, mais déjà à ce moment-là, il y avait quand même beaucoup d'humidité. Comment tu gères ça, toi? Et ben voilà, on a eu les conseils de la fédération avec Hugo Majeski qui s'occupait de ce domaine-là, la chaleur. Et du coup, on avait tout un protocole froid qui était mis en place avant la course. Et ensuite, pendant la course aussi, on nous a donné des consignes, voilà, bien s'hydrater, bien prendre les éponges et tout ça. Donc, à faire très attention. Et même au niveau de l'allure, voilà, on s'est vraiment rendu compte le matin même qu'il faisait si chaud, mais il faisait surtout humide. Voilà, qu'il fallait adapter aussi sa façon de courir, pas partir trop vite. Et puis voilà, que ça aurait forcément une incidence. La chaleur, ça a forcément une incidence sur la course et il faut la prendre en compte. Et justement, quand tu dis pas partir trop vite, on t'a vu, tu étais le troisième Français sur on va dire, la première moitié du parcours. Tu étais allé peut-être vers la 20e place, voire même un peu derrière. Et au final, le second semi, tu fais une grosse remontada pour réussir à finir 7e de ce championnat du monde. Raconte-nous un peu ton déroulé de course. Ouais, c'est vrai que je suis parti très, très lentement. Mais voilà, j'étais assez détendu, relâché avant la course. Même voilà, psychologiquement parlant, j'étais plutôt assez détendu et ça m'a aidé à respecter mon schéma de course. Je savais que voilà, j'allais courir sur des allures de 3,04 km et je voulais respecter cette allure-là. Du coup, le départ, forcément, je me laisse un peu décrocher volontairement parce que voilà, je voulais vraiment me détacher des autres, me concentrer que sur moi-même. Et ça m'a fait peut-être un peu partir trop doucement, mais voilà, après, je me suis mis dans le rythme. Et puis, j'ai essayé de rester relâché et puis de penser à pas grand-chose au début, juste les allures et à pas mettre d'à-coups. Et puis après, au fur et à mesure, je suis rentré dans ma course pour à la mi-course, voilà, me dire là, faut peut-être commencer à envisager à compter les places, à chercher les places devant et puis à tout donner. Je pense que tout au long de ta course, il y avait certainement le staff de la Fédé qui t'indiquait à quelle place tu étais et petit à petit, tu devais sentir que devant ça commençait à craquer et toi tu remontais bien. Ouais, je leur avais demandé avant la course, enfin la veille de course, on avait une petite réunion où voilà, on me demandait ce qu'on avait besoin. Moi, je sais que j'avais besoin de repères aussi par rapport, voilà, comme tu l'as dit, ma place et aussi même mon chrono final.
voilà, j'aime bien avoir des temps de projection. Et là, j'avais toutes ces infos-là. En plus, c'était 4 tours, donc je les avais assez régulièrement. Et voilà, j'étais calme, serein, et voilà, j'étais posé sur mon allure. Et à aucun moment, tu as douté, justement, parce que quand tu es forcément plus derrière, tu vois la course d'une manière différente. À aucun moment, tu as douté de toi et de peut-être pas réussir à remonter comme tu l'aurais imaginé. Non, à part au tout début, vraiment les 2 premiers kilomètres où là, je me suis posé la question une ou deux fois, voilà, est-ce que je suis pas parti trop vite? Mais à côté de moi, j'avais des coureurs, je les connaissais, je savais leur chrono. Il y avait des coureurs en 2h05 à côté de moi. Du coup, je disais, ils vont forcément remonter à un moment donné. Et, euh, et après, même si je ne suis pas remonté tout de suite, j'ai senti que j'avais des bonnes sensations. Je savais qu'à la fin, j'allais bien finir. Et du coup, voilà, après ces 2 kilomètres de course, ben voilà, j'ai senti que j'avais les jambes et ça m'a rassuré et j'ai continué. Donc au final, bon, je pense que ton objectif de la saison, c'était clairement ces championnats-là. Ta saison, pour toi, elle est réussie. Ouais, ouais, j'avais c'est le marathon de Boston comme objectif et c'est les championnats du monde. Et donc, ouais, c'est une saison réussie. Ouais. On t'a vu la semaine dernière aux 20 km de Paris. Tu fais là aussi un super chrono. Tu termines deuxième en 57 minutes et 34 secondes. Tu bats ton record, si je ne dis pas de bêtises, de plus d'une minute. Et tu es donc en grande forme 2 mois après les mondiaux. Est-ce que tu as eu le temps de couper un petit peu après les mondes ou tu as enchaîné pour la suite? Ouais, j'ai coupé 1 semaine et demie et je me sentais reposé, j'ai eu le temps de bien me reposer. Mais après, voilà, je me suis vite aussi projeté sur les compétitions parce que je voulais un peu reproduire la même saison que l'année dernière. L'année dernière, j'avais fait quasiment ces mêmes courses avec les 20 km de tour. Mais voilà, maintenant, j'ai un peu plus de recul et voilà, je me dis peut-être j'ai repris un peu trop vite. Donc je vais voir, j'évalue en fonction voilà, l'état de mon corps, les objectifs à venir et j'ajusterai mes entraînements et mon calendrier de compétition en fonction de ça. Et là, prochainement, il va y avoir un gros marathon tout début décembre. C'est évidemment celui de Valence. C'est un marathon auquel tu vas participer. Bon, en tout cas, je suis engagé à ce jour au marathon de Valence et voilà, j'espère être en forme au mois de décembre. Après, voilà, au niveau des marathons, je suis toujours en hésitation. Je vais essayer de m'ajuster en fonction de l'état de forme parce que, comme tu l'as dit, ça arrive assez vite. Et même si je suis en forme, j'ai l'impression que voilà, j'aimerais bien prendre un peu plus de temps pour mieux me préparer pour, euh, pour être à 100% pour faire un marathon pour faire un chrono. Et donc, pour justement ça, tu comptes refaire on va dire un petit cycle un peu plus tranquille, entre guillemets, avant de repartir sur une grosse prépa, ou là, maintenant, tu es déjà plus ou moins dans la prépa? Non, non, je suis pas encore dans la prépa. Là, je suis dans un cycle de compétition. Et voilà, ma préparation, elle va commencer début novembre. Surtout que là, on a un stage, un rassemblement fédéral à Saint-Malo, donc c'est plutôt détente. Donc voilà, je m'adapte et après ce rassemblement-là, je pourrais vraiment commencer ma préparation. Et l'objectif, donc forcément, ça va être un chrono. Tu as des objectifs justement de chrono là-dessus, sur ce marathon-là, ou pour la saison 2024? Ouais, ouais, j'aimerais bien faire battre mon record déjà, faire moins de 2,8. Et, euh, et après aussi, à la fois d'être bien classé sur le marathon auquel je vais participer. Voilà, c'est quelque chose aussi qui me motive maintenant le classement. J'ai remarqué que ça me motive beaucoup plus que le chrono. Forcément, Budapest, ça a pu t'ouvrir, je pense, aussi certaines portes. Alors, pas forcément que dans l'esprit sponsor et compagnie, mais aussi en termes de mental, de se dire, je peux courir avec les meilleurs mondiaux pour les JO. Tu as un objectif, c'est être aussi bien classé qu'à Budapest, voire mieux. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai que cette 7e place à Budapest, voilà, elle me motive pour faire mieux. Pourquoi pas une médaille au jeu. Moi, c'est l'objectif, c'est ce que j'ai en tête. Et après, voilà, j'essaie aussi d'avoir cette humilité. Je me dis qu'il faut d'abord que je fasse mieux que 7e. Il faut que je refasse déjà
si je refais aussi bien, ce sera déjà bien. Et, euh, et voilà, mais il faut être ambitieux tout en ayant aussi du recul, se dire que c'est pas facile. Et aussi, cette 7e place, voilà, aussi, elle m'a apporté un statut aussi à confirmer. Parce que, par exemple, aux 20 km de Paris, j'étais dans la course et avec les gars de devant, et là, je me disais que voilà, j'ai fait 7e au championnat du monde, faut que je prouve ma valeur par rapport aux autres Kenyans et aux autres coureurs. Donc voilà, c'est un moteur, cette 7e place au championnat du monde. Alors forcément, cette 7e place, puis plus la 9e place à Boston, qui est plus dans l'esprit du parcours de Paris, forcément, ça donne de bonnes ambitions. Et puis forcément, courir à Paris des Jeux Olympiques, ça n'arrive pas tous les jours. Donc je pense que c'est une source de motivation encore supplémentaire. Ouais, c'est une source de motivation supplémentaire. Effectivement, quand je vois l'ambiance qu'il y a déjà sur le rugby, je me dis que les Jeux Olympiques, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et voilà, j'aimerais bien faire partie de cette fête. Je pense que, comme tous les Français pour le coup, ça fait rêver, alors qu'on soit sportif ou même sans être forcément sportif, mais pour suivre ces jeux, c'est quelque chose qui fait rêver. Et pour participer justement à ces jeux, à tout ça, en athlète professionnel, on a aussi des sponsors qui permettent de pouvoir s'entraîner correctement dans de bonnes conditions. Et pour le coup, on va passer donc sur la seconde partie de ce podcast, qui est un peu plus tournée sur les équipements. Donc, comme je disais tout à l'heure, tu es athlète Coros. C'est une marque assez récente, mais qui n'a plus rien à envier aux autres. Quel est le modèle que tu utilises justement ? Moi, j'utilise le modèle Coros Space 3. Et voilà, donc c'est la montre qui est réservée aux coureurs sur route essentiellement. Donc, je rappelle, c'est le dernier modèle qui est sorti il y a maintenant quelques semaines, avec de très bonnes fonctionnalités. Il y en a beaucoup. Quelles sont celles que tu vas utiliser le plus, toi, à l'entraînement, en compétition, etc. Alors moi, j'aime bien utiliser c'est l'allure d'effort, enfin regarder l'allure d'effort. Sur les séances de piste aussi, j'aime bien le mode piste où voilà, c'est très précis. Et voilà, j'utilise tous les paramètres. J'aime bien voir aussi la fréquence cardiaque, les nombres de pas, la cadence. Tout ça, c'est des indicateurs importants pour un coureur sur route parce que voilà, l'économie de course et sur marathon, c'est important. Et ça, c'est en fonction de la foulée et du parcours aussi. Et justement, c'est des indicateurs qui te servent dans ton entraînement au quotidien ? Ouais, c'est des indicateurs qui me servent au quotidien, même par exemple au niveau de l'état de fatigue et de la condition physique. J'aime bien regarder voilà, où je suis placé, si ça correspond aussi à mes sensations. Et donc, ouais, je les ai tous les jours, je les vois tous les jours, je m'entraîne 2 fois par jour, donc je suis souvent amené à regarder ces données. Et donc, pour toi, les points forts de cette marque-là, ce serait quoi ? Pour moi, les points forts, c'est que c'est simple et efficace, quoi. Voilà, c'est une montre très légère et voilà, par exemple, sur les séances de piste, c'est très précis. Et voilà, on a toutes les données, on a plein de données qui sont très utiles. Ouais, comme tu le disais, c'est simple et efficace. C'est une montre où on n'a pas besoin de chercher 36 minutes où est telle fonctionnalité. C'est assez intuitif. Ouais, exactement. Et même, moi, je trouve l'application est très bien faite par rapport à d'autres et du coup, ça rend les données bien visibles et simples à analyser. Et justement, en parlant de l'application, je pense que c'est aussi l'un de ces gros points forts de cette marque. C'est au niveau de la précision du coup, des données et compagnie. C'est une application, toi, que tu utilises pareil au quotidien pour suivre un peu ce que tu as fait durant la séance, etc. Ouais, j'aime bien revoir ces données-là sur chaque séance et surtout pour les transmettre, c'est assez facile et comme il y a tout sur l'application et que j'ai un coach à distance, du coup, je lui envoie le screen de mon entraînement et il a toutes les données, donc ça c'est top pour moi et c'est top pour lui aussi. Ouais, donc effectivement, nous, on est clairement convaincus par cette marque-là. Coros, c'est une marque sur laquelle il faudra compter dans les années à venir. Mais au niveau équipement, tu es aussi sponsorisé par Adidas. Pour le coup, là, c'est plus textile, chaussures. C'est une marque avec de nombreux modèles.
toi, quelle est ta rotation chaussures, celle que tu vas mettre, que ce soit à l'entraînement, en compétition, sur tes séances un peu plus rapides, tes séances un peu plus tranquilles? Ouais, alors moi, la rotation des chaussures, c'est vrai qu'avant, j'utilisais beaucoup les modèles du coup, sans carbone. Et voilà, au fil du temps, je me suis habitué aux modèles avec carbone et j'utilise de plus en plus ce type de modèle. Donc, sur les footings de récup, les sorties longues, je cours avec les Primix. Ok. Après les séances type fartlek ou les séances spécifiques 10 km à marathon, j'utilise la JOS Pro 3. Et ça m'arrive aussi d'utiliser la Takumi sur les séances de piste un peu plus sur des séances de piste assez courtes comme des 300 mètres ou des 200 mètres. Ok. Et donc la Primix, pour la petite précision, c'est une chaussure qui est interdite en compétition du fait de sa hauteur de semelle. Si maintenant, toi, tu ne devais en garder qu'une seule, si tu pars en stage, on te dit d'en garder qu'une seule, tu emmènerais laquelle avec toi? Ouais, la JOS Pro 3 parce que elle, elle est dynamique du coup. C'est une chaussure qui est visée pour la performance, donc sur les séances elle passe très bien et sur les footings aussi parce que c'est une chaussure au final qui absorbe bien les chocs et du coup voilà, pour des footings de récupération de tempo c'est très bien aussi. Ok. Et comme tu disais, tu utilises maintenant beaucoup de carbone. Je pense que c'est ce qui est dans la grande majorité de tes séances et ce que tu vas donc utiliser. C'est quoi à hauteur de 90% de carbone sur ta semaine? Ouais, au moins. Au moins. Alors, en parlant de carbone, on a forcément tous entendu parler de la Adidas Adizero Adios Pro Evo 1, je crois que j'ai réussi à le dire, Bravo. avec laquelle Acefat Sigist a battu le record du monde du marathon féminin à Berlin. Est-ce que c'est un modèle que tu as déjà pu essayer ou pas du tout? Non, j'ai pas pu l'essayer. J'ai hâte de pouvoir l'essayer. Et tu en penses quoi de ce modèle-là? Parce que ça, forcément, ça fait beaucoup de bruit. Le fait qu'à battre le record du monde, ça a encore engrangé tout ça. C'est, comme tu dis, c'est quelque chose que tu as envie d'essayer. Tu penses que c'est encore nettement mieux que ce qu'il y a eu jusqu'à présent? Ouais, j'imagine que c'est mieux. Après, moi, je pense voilà, battre mon record aussi avec la Dios Pro 3. Et donc voilà, après, mon avis, c'est que maintenant, toutes les choses, il y a une évolution des chaussures qui est assez rapide. Et voilà, tant que tout le monde a à peu près les mêmes armes, voilà, moi, ça me pose pas de soucis. Et cette chaussure, c'est un peu ce qui a fait grincer des dents la plupart des coureurs. Elle est vendue au tarif de 500 euros. Donc, beaucoup plus cher que quasiment tout ce qui se fait jusqu'à présent. Tu as un avis là-dessus? Pour toi, c'est cohérent par rapport aux matériaux qui sont utilisés, peut-être? Honnêtement, j'en ai aucune idée. C'est sûr que le prix, moi, j'ai la chance d'être sponsorisé. Donc, c'est vrai que c'est une vraie chance. Et au niveau du prix, c'est vrai que 500 euros, c'est énorme. Et donc voilà, mais je pense qu'il y a quand même des gens qui voudront l'avoir, l'acheter, parce que maintenant la chaussure fait partie de la performance. Et l'athlète qui veut faire un chrono, qui veut réussir, et ben, peut-être qu'il va se donner les moyens de s'acheter cette chaussure pour réaliser son objectif. Ouais, pour le coup, je suis entièrement d'accord avec toi. Le carbone, forcément, alors maintenant, ça commence à rentrer dans les mœurs, mais c'est vrai qu'il y a toujours certaines personnes qui vont dire que ça fait pas tout, etc. Est-ce que toi, tu te vois revenir en arrière sur les anciens modèles sans carbone, sans ces mousses, sans ces super mousses qui permettent d'avoir beaucoup plus de confort, une réduction de douleur musculaire, etc. Ouais, moi j'ai toujours un peu cette envie, enfin ce petit ouais, déchirement parce que j'aimais bien les modèles précédents et, euh, et j'aimerais bien retrouver aussi ces sensations-là sur ces anciens modèles. Mais les nouveaux modèles, c'est tellement confortable que c'est difficile de revenir en arrière. Et puis voilà, quand on est porté par la performance, eh ben, forcément on se tourne plus vers le carbone. Et puis voilà, parce qu'il y a faut le dire, il y a une énorme différence. Moi, j'ai toujours dit qu'il y avait une énorme différence entre voilà, le carbone et la chaussure d'avant. Et maintenant, je ne peux pas me permettre de courir avec une chaussure sans carbone si je vise une performance.
Oui, et puis de toute façon, on le voit maintenant, les chronos ne cessent d'être abaissés. C'est sûr que si maintenant tu cours sur des chaussures ancienne génération par rapport à tous tes concurrents qui vont avoir ces chaussures de nouvelle génération, tu pars clairement avec un désavantage au départ. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, dans cet esprit de compétition, bah, je suis obligé de choisir le carbone pour viser la meilleure performance possible. Et tu parlais aussi de la Takumi que tu mets sur tes entraînements un peu plus rapides. C'est donc un des seuls modèles un peu plus près du sol en quelque sorte que tu gardes dans ta rotation chaussures. Ouais, c'est un modèle ouais, on retrouve ouais, des sensations où on est proche du sol et en même temps la mousse et le carbone, voilà, ça amortit aussi très bien. Donc ouais, c'est un modèle surtout, ouais, j'aime bien où je sais que dans ma séance, j'aurais besoin mettre un peu plus de rythme, être un peu plus solliciter les mollets, donc j'utilise ce modèle-là. Donc on a bien compris l'importance du carbone, que ce soit dans ta rotation chaussure, mais aussi dans la performance. Avant de passer sur la troisième partie, on va faire une petite page de pub et on se retrouve dans quelques secondes. Supérieure en tout point à la Pace 2, la Coros Pace 3 est encore plus puissante. Suis ton entraînement et ta récupération avec une montre légère et confortable, dotée de 38 heures d'autonomie d'utilisation, d'une excellente précision de données et du logiciel d'entraînement interactif de Coros. À retrouver sur le site de Coros. Voilà, on est de retour, toujours aux côtés d'Hassan Chadi. On va passer à la troisième et dernière partie de ce podcast et on va s'intéresser un peu plus à ton entraînement. Alors, avant, je parlais du marathon de Rotterdam, qui était ton tout premier marathon en 2016. C'était pour toi, passer sur marathon, c'était une évidence depuis tout petit? Ouais, depuis assez jeune, ouais, en fait. Mon premier coach, quand il m'a vu courir, il m'a dit, toi, tu seras un coureur de marathon. Parce que j'avais ce petit gabarit avec voilà, la folie économique, donc il avait tout de suite vu en ça et puis il me l'avait dit. Mais pendant que j'étais jeune, j'ai plutôt travaillé d'abord la vitesse et je savais qu'après je ferais du marathon. Et sur ce tout premier marathon, forcément, c'est jamais évident de passer sur une distance beaucoup plus longue et un peu inconnue pour toi. Tu te souviens un peu de comment c'était préparé tout ça, tu, tu t'étais ouais, préparé à courir ce marathon et quel objectif tu avais là-dessus? Ouais, comme tu l'as dit, c'était un peu l'inconnu. Moi, j'avais pris un peu ce premier marathon un peu à la légère. Et, euh, et c'était l'objectif, c'était de me qualifier pour les Jeux de Rio. Et j'ai appréhendé ce marathon-là assez progressivement. L'année d'avant, j'avais couru mon premier semi-marathon à Paris, où j'avais bien tourné. J'ai fait, ouais, il me semble, 1h40, un truc comme ça. Et du coup, je me suis dit, ouais, bah, sur marathon, ouais, ça va passer. Et voilà, du coup, je suis parti sur l'allure, sur le marathon de Rotterdam, je suis parti sur l'allure des minima olympiques qui étaient de 2h11:30. Et voilà, j'ai tenu jusqu'au 25e, 27e kilomètre. Après, l'allure a commencé à chuter et puis j'ai eu le mur du marathon au 30e. Et après, c'était horrible. J'ai vraiment souffert au niveau des quadris, musculairement parlant. J'étais vraiment tout cassé, toutes les fibres cassées. J'ai dû finir à 12 à l'heure, même des fois je marchais. Puis au niveau des pieds aussi, j'ai eu des ampoules, donc une grosse douleur pour finir cette course. Bah, je pense qu'on a beaucoup d'auditeurs qui ont peut-être déjà fait un marathon, qui ont dû ressentir un peu le même ressenti que toi avec ce mur après le 30e. Euh, Au niveau marathon, on a beaucoup d'athlètes qui font énormément de kilomètres. Toi, on a pu voir que tu en fais un petit peu moins peut-être. Je me souviens, j'avais pu voir à l'époque Jean-Claude Volmer dans une interview, il avait dit, donc c'était ton ancien entraîneur, il avait dit qu'en termes de volume, tu faisais en moyenne entre 120 et 130 km et que d'après lui, les plus de 200 km, c'était inutile. C'est toujours le cas? Ouais, j'en fais un peu plus, mais c'est vrai que j'ai déjà testé le fait de faire beaucoup de kilomètres et ça m'a pas forcément réussi. Donc,
Donc voilà, j'ai essayé de trouver mon équilibre pendant un certain temps et maintenant voilà, je tourne plus autour de 160 km, 170 km. Même si voilà, les plus grosses semaines, ça peut monter jusqu'à 190. Donc au final, on est quand même loin quand on voit que Kiptoum, on a vu qu'il y a certaines semaines, il a été à 300 km. Ça, c'est le genre de choses que tu fais pas et que tu vois clairement pas, enfin en tout cas pour ton corps, ce serait pas intelligent de le faire en tout cas. Ouais, moi, pour moi, c'est inimaginable. Je sais pas si j'y arriverais. Ouais, si j'y arriverais de faire 300 km par semaine, c'est énorme. Après, s'il le fait qu'une semaine, sur une semaine, ça va, mais si c'est vraiment cumulé, c'est vrai que c'est difficile à concevoir. Ouais, c'est sûr que ça fait un certain nombre de kilomètres et puis forcément à 300 km la semaine, on change souvent de chaussures aussi alors. Ouais, moi je pense que voilà, le plus important c'est la régularité et la progressivité. Donc s'il est capable d'enchaîner 300 km à l'année par semaine, moi j'ai envie de dire tant mieux pour lui. Mais voilà, chacun a son rythme à respecter. Donc il y en a qui vont s'entraîner voilà, plus, d'autres moins, mais chacun doit pouvoir trouver son équilibre pour progresser. Et justement, dans la carrière d'Hassan Chadi, une semaine marathon, ça ressemble à quoi? C'est à peu près combien de kilomètres en termes de séances, etc. Ouais, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, c'est 170 km à peu près. Et il y a, je veux dire, 4 séances. C'est une séance VMA type des 400 mètres où je vais en faire autour d'entre 25 et 30. Mhm. Après, il y aura un seuil SV2 pour travailler le seuil, voilà, style 3 fois 15 minutes à 3, 23, 15. Et ensuite, il y a une séance de VMA plus longue, voilà, des 1000, des 2000, où je suis plus sur la surallure semi-marathon. Et le volume, il varie sur ce type de séance. Le volume, c'est entre 14 et 16 km. Et ensuite, j'ai une séance de côte aussi. Donc voilà, je fais des côtes, plutôt des côtes longues de 45 secondes à 1 minute 30. Et après, le footing long le dimanche. Donc au final, tu vas rarement dépasser, ou voire peut-être même jamais, les 30 km sur une seule et même séance. Non, j'avoisine autour de ces 30 km. Des fois, ça dépasse, des fois, c'est un peu moins. Mais c'est vrai que dans une semaine marathon, j'ai plusieurs types de séances. J'ai au moins 3-4 séances qui vont tourner autour de ces 30 km. Ok, et sur une prépa marathon, ça va durer à peu près combien de temps? Parce qu'on voit certains, selon les athlètes, ça va durer différents nombres de semaines. Chez toi, ce sera à peu près combien de semaines une prépa? Moi, une bonne prépa, je pense que c'est 8 semaines pour moi. Une bonne prépa marathon, 8 semaines, ça me suffit. Ok, et si maintenant, pour toi, la séance clé d'une prépa marathon, ce serait quoi? Et une séance clé, je vais pas répondre à cette question parce que pour moi, c'est vraiment le marathon, c'est vraiment un tout parce que il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans la tête Forcément. et du coup, c'est pas forcément pas forcément de séance clé. Et est-ce qu'il y a une séance, je sais pas, que tu as tendance à faire peut-être avant un marathon qui te permet de te rassurer, de savoir si t'es bien dans ta prépa, si tout se passe bien? Ouais, j'ai l'habitude de faire par exemple 8 fois 2000 mètres, récup 2 minutes sur des allures de 2,55 au kilo et voilà, quand je sais que je passe cette séance-là, je suis plutôt bien. Ouais. Donc cette séance-là, en général, tu la places pas quelques jours avant le marathon, mais assez proche du marathon en tout cas. Ouais, entre 10 et 12 jours avant le marathon. Ouais. Ok. Et, et forcément, quand on prépare un marathon, comme on disait, il y a un certain nombre de kilomètres, etc. Ce qui est très important aussi, c'est la récupération. Comment tu gères ça? Ouais, c'est vrai que la récupération, c'est très important. Donc, bah, déjà, mentalement parlant, j'essaie d'être le plus détendu possible. Voilà, pas trop de gérer au mieux le stress de l'objectif. Du coup, ouais, j'essaie de bien dormir, bien m'alimenter et bien boire.
ces points-là qui sont essentiels pour moi. Donc j'imagine aussi, en plus de la nuit de sommeil, peut-être une sieste l'après-midi, etc. Ouais, comme je suis professionnel, j'ai vraiment le temps de faire une sieste. Donc, ouais, j'aime bien faire une sieste. Souvent que je place mes séances le matin, elles sont très dures. Du coup, après, je suis complètement, j'ai besoin de cette sieste-là. Celle-là, elle fait du bien en général. Ouais, elle fait du bien. On parle souvent du sommeil dans le côté récupération, mais l'alimentation a un rôle essentiel là-dedans. Est-ce que tu y portes une grande part d'intérêt? Ouais, j'y porte une grande part d'importance et d'intérêt. Et voilà, j'essaie de choisir des bons aliments privilégiés. Comme l'entraînement, je privilégie plus la qualité que la quantité. Et voilà, j'essaye de faire de mieux en mieux. Voilà, même si c'est compliqué, voilà, tout seul, c'est bien de s'entourer aussi d'un nutritionniste ou diététicien. Pour l'instant, je ne suis pas suivi, mais voilà, j'aimerais bien à l'avenir être suivi à ce niveau-là. C'est l'objectif, ouais, d'avoir un staff un peu plus complet peut-être par rapport à tout ça. Ouais, c'est l'objectif parce que je sens que je fais plutôt bien les choses, mais que par moment, voilà, je suis peut-être un peu trop dans l'excès et du coup, j'aimerais bien avoir vraiment des repères pour savoir si je suis dans le vrai ou si je fais des choses pas très bien. Donc voilà, c'est bien de s'entourer. Ouais, c'est vrai que le haut niveau, ça se joue clairement sur des détails et c'est des fois ces petites choses-là qui te permettent de progresser. On a beaucoup d'athlètes qui sont aussi suivis par un préparateur mental ou une préparatrice mentale. Est-ce que tu l'es aussi, toi? Non, je ne suis pas suivi par un préparateur ou une préparatrice mentale. Mais c'est vrai qu'avant Budapest, j'ai fait une séance. Il y avait la psychologue qui travaille avec la Fédé. Donc, j'ai fait une séance la veille de relaxation. Et c'est vrai que ça m'avait bien aidé. Ok, donc pareil, c'est peut-être Voilà, c'est des un choses à point envisager. pour plus tard. Ouais, exactement. Ouais. Quand je reviens un peu sur le côté alimentation, on connaît par exemple Nicolas Navarro qui fait le régime dissocié. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Est-ce que tu as des régimes spéciaux comme ça ou pas vraiment? Ouais, dans la semaine du marathon, j'aime bien faire le régime dissocié. Parce que je l'ai fait une fois et ça m'a bien réussi. Puis toutes les autres fois derrière, voilà, j'ai eu une bonne expérience avec ce régime, même si je le fais pas non plus. C'est pas strict, c'est-à-dire que j'inclus quand même un peu de glucides sur les 3 premiers jours de la semaine, mais vraiment en toute petite quantité parce que sinon je me sens trop fatigué. Ok. Et voilà, et après les 3 derniers jours de la semaine, les 3, 4 derniers jours de la semaine, j'augmente progressivement la quantité de glucides. Voilà, en essayant aussi de gérer, pas prendre de mon coin frais de glucides comme ça à fond, être posé aussi. Pareil, c'est voilà, manger dans un endroit, enfin manger tranquillement quoi. Je fais attention à ce que je mange, mais à la façon aussi dont je mange. Donc j'essaie de manger plutôt doucement et voilà. Alors le régime dissocié, ça marche très bien chez certains athlètes, chez d'autres ça marche beaucoup moins bien. Donc chez toi ça a l'air de plutôt bien fonctionner comme c'est le cas avec Nicolas Navarro par exemple. Au niveau course maintenant, on vous voit souvent forcément prendre des gels, vous alimenter, boire, etc. Est-ce que c'est quelque chose où tu t'entraînes durant tes entraînements, tu essayes de le faire ou c'est vraiment que en compétition que tu fais ça? Non, j'essaie vraiment de le faire à l'entraînement. Après, c'est vrai que c'est difficile parce que je suis assez seul souvent sur les sorties longues ou sur certains entraînements. Donc j'essaye de mettre quelques gels dans ma poche, mais voilà, je suis limité. Mais voilà, même sur les entraînements sur piste, voilà, j'essaie de prendre les mêmes boissons que je vais prendre pendant le marathon. Et même les gels aussi. Même sur les séances de piste, je prends des gels donc, pour m'habituer, parce que sinon, si on arrive sur le marathon et que voilà, le corps n'est pas prêt à ingérer cette quantité de glucides, ça peut créer des points de côté, des douleurs au ventre. Donc, Ah, on l'a souvent vu hein, sur certaines courses, certains marathons, il y a des athlètes qui ça va très bien jusqu'au 30e, 35e, et ensuite les gels sont pas digérés ou pendant la course, la personne n'a pas réussi à boire correctement et compagnie. Ça peut
ça peut créer de gros problèmes ensuite sur la course. Ouais, c'est sûr. Ouais, moi, pour l'expérience de mon premier marathon à Rotterdam, j'avais négligé aussi cet aspect-là des gels. Et c'est vrai, au niveau de l'énergie, du coup, sur marathon, on a besoin de ces glucides pour tenir jusqu'au bout. Et c'est très important de prendre son temps quand on les prend, voilà, de les prendre, de s'habituer à les prendre. Et sur le marathon, de prendre le temps de se ravitailler, même si on diminue peut-être un peu l'allure, on a l'impression de diminuer l'allure, mais on a tout à gagner à prendre tous ces ravitaillements, que de foncer tête baissée sans les prendre. Et justement, tu parles de ce premier marathon à Rotterdam. Tu y es allé sans gel ou tu n'avais pas du tout préparé ça? Tu n'y avais pas du tout pensé non plus à tout ça? Si, j'y avais pensé, mais enfin, et puis Jean-Claude aussi m'avait dit d'en prendre, donc j'avais tous mes gels et tout ça, mais c'est vrai qu'on n'est pas entraîné, pas habitué. Il y a des passages où on les loupe. Des fois, le gel il est pas très bien scotché à la gourde. Il y a des petits détails comme ça qui fait que tu loupes un ravitaillement. Et après, ça a une incidence. C'est compliqué. Il faut s'entraîner vraiment à prendre ses ravitaillements. Surtout quand tu viens de distance inférieure, que ce soit du 10, du 5 ou même de la piste. C'est le genre de choses que tu ne vois pas, que tu ne fais pas. Même à l'entraînement, tu ne vas pas forcément prendre un gel ou ce genre de choses. Donc, c'est sûr que c'est tout un travail à mettre en place et qui est totalement différent de ce que tu as pu faire jusqu'à présent. Ouais, exactement. Ouais. C'est vrai que sur mes premiers marathons, par exemple, le premier, j'y pensais tellement pas que sur les premiers ravitaillements, en fait, je le loupais. Ça arrivait trop vite, quoi. J'ai oublié fallait que je prenne le ravitaillement. Je me dis que c'est un 10 km et À fond jusqu'au bout. à fond jusqu'au bout. Mais il y a la première étape qui arrive assez vite. Au final, c'est tous les 15 minutes à peu près. Et voilà, j'avais tendance à louper ce premier ravitaillement. Et au fur et à mesure, avec mon expérience, maintenant, je fais attention à vraiment prendre tous mes ravitaillements, les prendre de façon à être aussi régulier, prendre le temps de les prendre. Et même sur la quantité de glucides, voilà, maintenant, c'est assez bien calculé. Donc, j'ai ma quantité de glucides dans ma gourde et dans mes gels. Je sais ce que je dois prendre. Oui, je pense que vaut mieux perdre 1 ou 2 secondes sur un ravitaillement plutôt que de le louper et de perdre plusieurs minutes derrière. Ouais, exactement. Ouais. C'est pareil pour l'allure. Ça sert à rien peut-être d'aller chercher une dizaine, une vingtaine de secondes à aller plus vite pour essayer de gagner du temps sur la première partie de course. Autant partir sur ses allures et respecter son plan de course. Et justement, en parlant de courses un peu difficiles, je vais revenir à 2018. C'était championnat d'Europe à Berlin. Tu avais abandonné cette année-là. C'est une course, je pense, qui t'a fait grandir un petit peu et qui t'a servi pour la suite. Non, moi, c'est une course à oublier. J'ai tombé malade un peu avant et voilà, il y avait tout un environnement que j'ai trouvé qui n'était pas forcément bon sur ce championnat. Donc pour moi, c'était une mauvaise expérience et vraiment, j'ai pas retiré grand-chose de positif. Et justement, en 2018, si je dis pas de bêtises, tu t'entraînais encore à l'INSEP à l'époque. Et c'est après ces championnats-là où tu avais pris la décision de quitter l'INSEP et de retourner chez toi. C'était ça à peu près? Ou un an après peut-être? Ouais, non, c'était ça, ouais, c'était ça. Après, c'était prévu un peu avant et mais ça n'avait rien à voir avec ces championnats d'Europe, mais c'était plus par rapport au niveau de mon projet de vie. Voilà, avec la famille, avec ma petite famille, voilà, on préférait retourner sur la région Rhône-Alpes pour avoir une meilleure qualité de vie. Tu en sentais la nécessité pour toi, pour ton bien-être, pour ton sport, etc. Ouais, non, c'était plus d'un point de vue familial. Voilà, je me voyais plus grandir, que ma fille grandisse dans un autre environnement que l'environnement parisien. Ensuite, tu as changé aussi d'entraîneur. J'ai pu voir sur ta fiche FFA que tu es noté, toi, Hassan Chadi, entraîneur depuis 2019. Tu gères un peu tes entraînements de ton côté? Non, oui, je me suis entraîné seul du coup au début du Covid. Enfin, j'ai arrêté avec Jean-Claude en mars 2020. Et du coup, j'ai fait un peu plus d'une année en m'entraînant tout seul.
Donc voilà, avec l'expérience, voilà, j'ai essayé de faire mon programme et ça plutôt, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Donc j'ai battu mon record quand même en m'entraînant moi-même. Donc c'était une grande satisfaction, mais voilà, j'ai préféré m'entourer d'un coach pour qui ait plus de recul, plus d'expérience. Donc, ça fait depuis 2022 que tu avais entraîné donc par Alain Calandro, c'est Ouais, ça? ouais, c'est ça, ouais, depuis le marathon de Séville. Et du coup, tu avais raison au début. Ça fait bien. Ça fait bien. C'est bien, non. Et c'est justement d'autres méthodes d'entraînement où vous arrivez à vous mettre d'accord un petit peu. Enfin, c'est une réflexion que vous avez en commun sur les entraînements où toi, tu donnes un peu ton ressenti en te disant bah, je pense que vaudrait peut-être mieux que je fasse un peu ça. Lui, il te donne ses conseils, etc. Ou c'est vraiment que lui qui va te faire ton plan. J'essaie de faire en sorte que ce soit que lui et que j'ai pas trop à me soucier voilà, du plan d'entraînement. Mais après, voilà, j'essaye aussi, voilà, je m'écoute beaucoup, je me connais par cœur. Donc, quand je vois que voilà, faut que je m'adapte, que c'est mieux pour moi d'adapter un peu l'entraînement, ben, je modifie un peu. Mais sur les grandes lignes, les grosses séances, je suis à la lettre le programme. Mais par contre, tu es chez toi, tu t'entraînes en solitaire ou tu as un groupe d'entraînement avec toi? J'ai un groupe, notamment avec le club de Montélimar, l'UMS, et je m'entraîne aussi assez souvent seul, surtout sur les sorties longues et tout ça. Après, des fois, j'ai des potes quand même qui m'accompagnent à vélo. Mais voilà, je sais que ça fait partie de mon métier d'être seul, donc voilà, je fais avec. Donc tu vois pas ça comme un désavantage de t'entraîner seul ou au contraire, justement, ça t'apporte aussi quelque chose peut-être dans le côté du mental, etc. Ouais, ouais, il y a des côtés positifs à s'entraîner seul, que c'est comme tu l'as dit, le mental et aussi de suivre aussi ses propres allures. C'est vrai qu'on a un groupe, le côté négatif, c'est que ça peut être la compétition. Et là, le fait de m'entraîner seul, eh ben, j'ai mes allures, je me donne quand même à fond. Mais au final, c'est mon allure. Donc ça me va très bien aussi. Oui, c'est vrai que des fois, c'est bien d'être aussi seul pour justement ne pas être entraîné sur des allures peut-être trop importantes. Bon, un peu au final comme un marathon, hein, où tu as tendance à peut-être partir des fois un peu trop vite et le payer sur la fin. Donc je pense que c'est un plus aussi. Et, et justement, est-ce que tu as des stages de prévus? Il me semble que tu vas des fois du côté de Font-Romeu, c'est ça? Ouais, du coup, pour préparer les championnats du monde, je suis allé à Font-Romeu. Là, je vais y retourner au mois de novembre. Mais voilà, c'est plus pour bénéficier de l'altitude. Et après, s'il y a des gens sur place, des athlètes sur place, où on peut s'entraîner ensemble, c'est le top. Et là, tu as ton entraîneur qui vient avec toi ou c'est pareil, c'est toujours en distanciel? Jusqu'à présent, j'étais souvent seul, mais là, sur cette année des Jeux, il va essayer de me suivre un peu plus. Ok, et donc tu restes souvent en France. On aime bien poser un peu la question, nous, par rapport au Kenya. Est-ce que c'est un endroit où tu comptes pas forcément y aller ou justement ça t'intéresse parce que tu étais peut-être déjà allé au Kenya, non? Ouais, ouais, j'y suis allé assez souvent d'ailleurs. Ouais. Première fois, c'était en 2010. Et après, j'y suis allé assez régulièrement. Et maintenant, j'y vais plus du tout. J'essaie de partir pas trop loin parce que voilà, avec la vie de famille aussi, Forcément. j'aime bien être à côté. Et voilà, après, c'est des très beaux endroits, très bons spots d'entraînement. Mais voilà, quand je pèse les pour et les contre, voilà, je préfère soit rester chez moi, soit partir un peu moins loin. Donc quand tu pars, c'est vraiment plutôt du côté de Font-Romeu et plutôt pour l'altitude, plutôt qu'un endroit où il fait peut-être un petit peu plus chaud avec des conditions peut-être un petit peu meilleures. Ouais, exactement. Ouais. Après, les conditions, j'essaie de pas trop faire attention. Par exemple, l'hiver, voilà, je me concentre plutôt sur voilà, les côtés positifs. Je sais que voilà, un entraînement dans le froid, ça n'a peut-être pas la même valeur qu'un entraînement sur piste. Enfin, même si ça va un peu moins vite, voilà, ça, je prends en compte, quoi. Après, s'entraîner aussi dans des conditions de froid difficiles, il y a aussi des côtés positifs.
forcément, du coup, quand tu as l'habitude de t'entraîner dans le côté un peu plus froid, quand tu vas typiquement là, comme par exemple à Valence, où il fera en plein décembre, il fera beau et plutôt bon, c'est au final un plus parce que tu seras habitué à courir dans des conditions un peu plus extrêmes, entre guillemets. Et une fois que tu vas sur ces marathons-là, tu es dans de bonnes conditions, donc ça t'apporte un plus, je pense. Ouais, c'est vrai que par exemple, sur le marathon de Valence, il y a des conditions parfaites. Donc, souvent le matin, il va faire 8 degrés. Donc, il fait pas entre 8 et 15 degrés à la fin, voire 20 degrés. Donc, il fait pas excessivement chaud. Donc, ça sert à rien d'aller dans un endroit chaud pour se préparer à ça. Et après, le côté froid, c'est vrai qu'après, on arrive dans des conditions idéales. Et puis, c'est jour de compète. Donc, toutes les conditions sont réunies. Et voilà, il faut juste donner le maximum. Eh bien, merci. C'était très constructif. Merci à toi, Hassan, pour cet échange. J'espère que ça vous a plu à vous, les auditeurs. En tout cas, j'ai pu apprendre de nombreuses choses te concernant. Merci pour ta participation dans ce 3e épisode de Call Room. Et est-ce que tu as un dernier mot à faire passer à nos auditeurs ? Faites-vous plaisir. Parfait, merci à toi. Le message est passé et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Call Room. Merci. Allez, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Call Room, podcast imaginé et créé par Onyx. Ne loupez rien de l'actualité de la course à pied sur nos réseaux sociaux et retrouvez l'intégralité des podcasts sur nos plateformes d'écoute.